Bonjour les amis, je ne sais pas si vous avez suivi les news, mais ce qui vient de se passer, c'est historique et c'est surtout l'humiliation de l'Europe. Trump vient de court-circuiter les pays européens et les États-Unis négocient directement avec la Russie sur l'issue de la guerre. Sachant que, je vous le rappelle, l'Ukraine est en Europe, la Russie est en Europe, mais on négocie sans les Européens. Et là, c'est l'humiliation ultime pour les Européens. Et donc, j'ai intitulé cette vidéo « Trump humilie l'Europe. Est-ce que Poutine a déjà gagné la guerre ?» Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, imaginez, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Encore une fois, les États-Unis n'ont rien à voir avec l'Europe, ne sont pas, entre guillemets, européens, mais négocient la fin de la guerre avec la Russie et les Européens ne sont même pas là. Là, c'est CNBC. Donc, l'Europe se bat pour avoir son mot à dire. Le Financial Times, ils ont fait une couverture dans laquelle ils ont traité les Européens d'enfants. Ils ont dit les Européens sont relégués aux oubliettes. Ils sont dans la table des enfants. Donc, les Européens se sont fait humilier comme jamais par Donald Trump. Et les dirigeants européens se sont réunis à Paris, d'accord, pour un sommet d'urgence organisé à la hâte par le président Emmanuel Macron, après que les espoirs d'une implication de l'Europe ont tourné au vinaigre. C'est-à-dire que Trump les humilie tellement, les sous-estime tellement que, en fait, ils s'en fichent des Européens. Et les États-Unis ont plutôt demandé à leurs alliés européens de remplir un questionnaire décrivant comment ils envisagent des garanties de sécurité pour Kiev. Vous imaginez l'humiliation ? Et là, les États-Unis et la Russie mettent fin à leur premier pourparlers de haut niveau depuis, et c'est en Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, les gens, on s'en fiche des Européens. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Vous voyez ici, vous avez les Russes, les Américains, les Saoudiens et les Européens. Bon, on s'en fiche des Européens. Et c'est là où on voit qu'on est en train de vivre un nouvel ordre mondial. Que l'Europe aujourd'hui est un petit peu spectateur de son propre déclin, que l'Europe est complètement dépassée, qu'elle n'est même plus capable d'influencer les événements qui la concernent directement. Et c'est ça le drame. Poutine a d'ailleurs atteint son objectif. Son objectif, c'était de se montrer comme l'homme fort de l'Europe. C'était également de diviser l'Europe, d'accord ? Faire en sorte que l'Europe soit impuissante. Et clairement, le fait que l'Europe soit exclue des négociations, c'est déjà un gros camouflet pour l'Europe. Qu'est-ce qui explique cela? C'est également la situation politique de Macron et de Scholz. Les deux hommes sont en difficulté dans leur propre pays. Les deux hommes sont marginalisés et ce qui fait que les deux hommes n'ont pas le poids pour négocier. Et donc, on peut le dire, Poutine a atteint son objectif. Alors, comment on en est arrivé là? Moi, je vais mettre ma casquette d'économiste. En fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que les États-Unis n'avaient pas une longueur d'avance incroyable par rapport à l'Europe. C'est ça ce qui est dingue dans cette histoire. J'ai étudié l'économie, j'ai lu plein de bouquins, j'ai travaillé le sujet. Et encore une fois, l'Europe avait tous les atouts pour être au même niveau, voire même dépasser les États-Unis. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a eu un gros creusement entre l'Europe et les États-Unis du fait du mindset et du fait des politiques économiques. Donc, on a aujourd'hui un appauvrissement relatif de la zone euro par rapport aux États-Unis et ça relève plus de la réalité que du mythe. Oui, c'est une réalité, d'accord ? Et je voulais revenir sur cet article parce qu'il est hyper intéressant. Les États-Unis avaient bénéficié des effets de la Seconde Guerre mondiale, c'est clair. L'Europe a été affaiblie pendant les deux guerres mondiales et les États-Unis en ont profité pour devenir la première puissance économique et militaire mondiale. Et donc, la tendance était incontestable, laissait entrevoir une convergence économique des pays les plus développés. Ça, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a eu des politiques de reconstruction, le plan Marshall, les 30 glorieuses en France, par exemple. Et donc, pendant 30 années, on a eu une forte croissance, taux de chômage faible, reconstruction de l'Europe. Et bien évidemment, les États-Unis en ont également profité parce qu'ils avaient des gros contrats et ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais l'Europe s'est fortement développée.
Et on est arrivé à un certain moment à une situation où les Européens étaient meilleurs que les États-Unis. Être en Europe, ça faisait plus rêver qu'être aux États-Unis. On en est arrivé à avoir des bouquins dans les années 90. Pierre Albert, si ma mémoire est bonne, qui a écrit un bouquin, Capitalisme contre capitalisme, dans lequel il disait nous, on est meilleurs que les Américains c'est nul, regardez leur système de santé est pourri, regardez la délinquance, regardez la croissance, nous, on est meilleurs que les Américains, cocorico, ce que vous voulez, et les États-Unis sont complètement à la ramasse. On a trouvé le système magique. Et le système magique, c'est un système où l'État est important, où il y a du libéralisme, mais il y a plus un État-providence, c'est-à-dire un État qui vient aider les plus faibles, les plus démunis, etc. Un État où il n'y a pas trop d'inégalités, c'est-à-dire les riches, ok, mais pas trop riches, et donc un système plus juste, d'accord? Et on considérait qu'un système, en étant plus juste, allait être plus efficace. Les Américains, eux, dans les années 80, il y a eu le libéralisme de Ronald Reagan, en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher. Et là, l'idée, elle était qu'au contraire, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. On veut des champions, on veut innover, on veut des gens très très riches et on s'en fiche s'il y a des gens très très pauvres. Pourquoi? C'est cette fameuse théorie du ruissellement. Plus il y a de riches, plus ces gens créent de la valeur et plus ça va profiter à l'ensemble de la société. Et en Europe, on a dit non, c'est faux. C'est pas une vraie théorie, ça marche pas. Les riches vont finalement accaparer la richesse, vont s'enrichir mais aux dépens des autres. Et donc, comme nous, on ne veut pas qu'une petite partie de la population capte les richesses, ce qu'on va faire, c'est que on va les taxer beaucoup plus et on va faire en sorte qu'il y ait une certaine égalité. Eh bien, cette stratégie, encore une fois, il y a eu deux grandes stratégies, deux grandes idéologies, j'ai envie de dire. Les États-Unis ont prouvé que leur idéologie, même si elle n'est pas parfaite et même si j'ai résumé les grandes lignes, parce que l'État américain est quand même présent, l'armée américaine est présente, etc. Donc ça, c'est juste pour les États-Unis ne sont pas un pays libéral au vrai sens du terme, d'accord? Mais comparé à l'Europe, ils le sont clairement beaucoup plus, du moins à l'intérieur. Et donc ici, l'écart s'est vraiment creusé, pour ma part, dans les années 90 et dans les années 2000. Et ici, vous voyez, entre 2010 et 2020, période de 10 ans, l'Union européenne a enregistré une croissance annuelle moyenne de 0,8%, alors que les États-Unis, 1,7%. Ça suffit pour comprendre le creusement qui s'est dessiné entre l'Europe et les États-Unis. Là, on va prendre des chiffres officiels, d'accord, sur l'Europe, et vous allez voir que l'écart est grandissant et finalement les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premier chiffre, la population. Donc l'Europe, c'est 450 millions d'habitants, les États-Unis, 340. Espérance de vie. Alors l'Europe est bien meilleure, 81,5 années versus 78 années. Et on peut, encore une fois, critiquer les États-Unis, notamment la malbouffe, notamment il y a plein de choses qui ne vont pas bien aux États-Unis. Le système américain n'est pas parfait, attention. Ensuite, et ça c'est très important, le PIB, d'accord, 17 000 milliards d'euros versus 27 000 milliards. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 10 000 milliards de dollars, d'accord, environ. C'est énorme, alors que l'Europe est beaucoup plus peuplée, 450 millions versus 340 millions. Il n'y avait pas un tel écart auparavant. Les deux économies étaient quasiment au même niveau. Et là, on a un creusement qui est juste délirant. Deuxièmement, le PIB par habitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que produit chaque habitant en moyenne. D'accord? En Europe, il est de 37 000 dollars. Aux États-Unis, il est de 82 000 dollars. Ça ne veut pas dire que tous les Américains gagnent 80 000 dollars par an. On est d'accord. Mais on a des très très riches qui gagnent des millions et des dizaines de millions et des milliards. Et on a les pauvres qui ne gagnent pas beaucoup aux États-Unis, il faut le dire. Mais néanmoins, la production par habitant, le PIB par habitant, quasiment 2-3 fois plus importante, 2 fois plus importante que celle de l'Europe. C'est juste du délire. On continue.
Le taux de chômage en Europe, 5,9%. Le taux de chômage aux États-Unis, 4,2%. L'inflation aux États-Unis, 4,1%. L'inflation en Europe, 5,3% et 2,7% pour les pays de la zone euro. Alors là, ça c'est pour moi ce qui a marqué l'écart et qui a creusé l'écart. C'est l'investissement et c'est les grosses boîtes. En Europe, on a 19 entreprises dans le top 100 mondial, d'accord, des plus valorisées dans le monde en bourse. Aux États-Unis, 62 entreprises sur 100, d'accord, sont dans le top mondial. 62 entreprises dans le top 100 mondial aux États-Unis sur le plan de la valorisation. Il n'y a pas photo pour un pays où il y a presque 100 millions d'habitants de moins, d'accord, mais avec un PIB par habitant qui est quasiment le double de celui de l'Europe. On continue les chiffres. Dépenses militaires en Europe, 2% du PIB. Dépenses militaires aux États-Unis, 3,4% du PIB. Ils investissent beaucoup plus dans la défense. Ensuite, les innovations. Ça, ce sont les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses de l'État, et on va prendre tous les États, d'accord? Donc, en Europe, c'est 2% pour les dépenses militaires. Pour l'innovation et les nouvelles technologies, 352 milliards. Ça, c'est les dépenses publiques aux États-Unis. Et vous voyez que l'État est fort. C'est pour ça que je vous disais, il y a clairement un libéralisme, mais il y a également une présence de l'État. Et on la voit ici. On la voit que ce soit sur l'armée, mais on la voit également sur la partie innovation et nouvelles technologies, avec des dépenses de 885 milliards de dollars. C'est 500 milliards de dollars de plus que l'Europe. Et encore une fois, il n'y a pas photo. Tu investis plus, bah, tu gagnes plus. D'accord? C'est un ancien chancelier allemand, Schmitt, qui disait « Les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après-demain ». Et c'est clair. C'est-à-dire que l'investissement, notamment public, a un impact. Mais clairement, l'Europe est larguée. Ensuite, les dépenses spatiales. 7 milliards d'euros en Europe, 25 milliards de dollars, sachant que le dollar et l'euro sont quasiment au même niveau. Vous voyez, 24,8 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on est sur des chiffres juste incroyables, indécents. Et les États-Unis, en dépenses publiques, battent largement l'Europe. Alors, un autre point, les dépenses de santé. On aurait pu penser que les dépenses de santé en Europe allaient être largement supérieures à celles des États-Unis. C'est faux. C'est 11%, les dépenses de santé des ménages européens, 11% du PIB versus 18,2% du PIB aux États-Unis. Les émissions de CO2, les États-Unis polluent 2 fois plus que l'Europe. 6 milliards de tonnes, d'accord, de CO2, émissions de CO2, versus 3 milliards de tonnes en Europe. Enfin, le tourisme, alors là, les chiffres ne sont pas exacts, mais on voit que le tourisme aux États-Unis représente 66 millions, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les États-Unis, c'est un continent, d'accord? Donc, il y a beaucoup de tourisme au sein même des États-Unis. Donc, c'est pour ça que ces chiffres ne sont pas bons. Par contre, en Europe, 708 millions de touristes. Donc, on voit franchement un écart qui se creuse entre les deux pays, entre les deux zones économiques. Donc, faiblesse économique qui s'aggrave. Ça, c'est très important. Donc, l'écart de la richesse, 37 000 euros en Union européenne versus 80 000 euros pour le PIB par habitant. La croissance, mais surtout ça. Regardez, l'explosion des coûts énergétiques. 5 fois le prix du gaz en Europe est 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Ça veut dire que l'industrie européenne, elle n'est pas compétitive parce qu'elle paye son énergie trop cher. Et l'autre point important, c'est que comme il y a cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a voulu sanctionner la Russie. Le problème, c'est qu'en sanctionnant la Russie, elle s'est sanctionnée elle-même puisqu'elle est obligée d'importer son gaz et son pétrole, et surtout le gaz, au prix fort. Et les États-Unis rigolent puisqu'ils tirent profit de tout ça, puisqu'ils exportent effectivement leurs matières premières. L'impuissance militaire, on vient de le voir. Les États-Unis consacrent 3,4% de leur PIB à la défense, 2% en Europe.
Et clairement, il y a eu une cacophonie en Europe. Les Européens sont incapables de s'accorder sur l'envoi de troupes. La France et l'Allemagne sont en désaccord. Et on a une Europe qui est sous perfusion de l'OTAN, c'est-à-dire que depuis 75 ans, la sécurité européenne repose sur Washington, c'est-à-dire sur les États-Unis. Et s'il n'y a plus les États-Unis, l'Europe n'a pas de plan B. D'accord? Et l'Europe est clairement en puissance, en position de faiblesse sur un plan militaire. Et on le voit, l'ordre mondial est en train de se redessiner. Pourquoi Trump n'a pas négocié avec les Européens, on n'a pas ajouté des Européens à la table des négociations? C'est parce que Trump s'en fiche. Il sait que les Européens sont en position de faiblesse. Il sait que l'Europe est finie, du moins sur le papier, c'est-à-dire économiquement, l'Europe ne fait plus le poids. Bien sûr qu'elle est toujours importante et tout, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire dans 10, 15, 20 ans, si l'Europe ne se redresse pas, si elle ne change pas, s'il n'y a pas une remise en question, c'est le déclin inéluctable, malheureusement. Malheureusement, je dis bien parce que pour moi, ça me fait de la peine. Donc l'ordre mondial se redessine, l'Europe est en péril aujourd'hui. Les États-Unis sont en train de dicter leurs conditions. Trump force l'Europe à augmenter leurs dépenses militaires et il leur dit, écoutez les gars, si vous n'augmentez pas vos dépenses militaires, nous, on ne va plus vous défendre. La Russie sait qu'il y a un moment de flottement, un moment de faiblesse, donc Poutine est en train d'imposer ses règles et les Européens n'ont quasiment aucun levier pour peser sur les discussions. Et l'Europe est en voie de marginalisation. Et il n'y a qu'à regarder la télé, ce dont parlent les médias, etc., pour s'apercevoir que l'Europe est complètement larguée aujourd'hui et qu'elle est complètement dominée, elle est complètement dépassée et qu'en fait, c'est comme si l'Europe était tétanisée, paralysée. Et clairement, moi je le pense et j'y crois fortement, oui, je pense que l'Europe a un potentiel, mais je pense que clairement, il faut des hommes politiques qui ont une réelle carrure. Il faut également avoir une vision parce qu'on peut faire des choses incroyables. Mais en fait, le vieillissement de la population, la démographie, l'économie en berne, un système qui est complètement dépassé. Le système social européen est complètement dépassé. Et je parle pour la France que je connais bien. C'est bon, c'est le passé. Je l'avais déjà dit. J'avais écrit un bouquin en 2009 dans lequel je le disais. Il ne faut pas compter sur sa retraite. Ça y est, c'est-à-dire l'Europe vit au-dessus de ses moyens. Même les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Le seul avantage des États-Unis, c'est qu'ils sont la première puissance militaire, c'est qu'ils ont le dollar, c'est qu'ils peuvent imposer leur point de vue. Mais aujourd'hui, Trump, pourquoi il ignore, pourquoi il snobe l'Europe? C'est parce qu'il sait que la menace n'est plus l'Europe. Il sait que la menace, c'est la Chine, c'est la Russie et c'est les pays émergents. Et que les prochaines puissances qui vont arriver, la Russie, la Chine plutôt, et l'Inde. Et aujourd'hui, Trump est en train de négocier avec l'Inde également. Donc l'Europe est clairement en voie de marginalisation. Donc aujourd'hui, clairement, on a une Europe qui n'a jamais été aussi fragile de son histoire récente. Elle est marginalisée sur la scène diplomatique, elle est faible économiquement, elle est dépendante militairement des États-Unis et elle subit aujourd'hui les conséquences de plusieurs années de manque de courage, de division, d'hésitation stratégique. Et en fait, c'était une politique court terme alors qu'il fallait avoir une vision long terme. Jamais l'Europe, l'Union européenne n'a été aussi vulnérable aux grandes puissances. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de dicter leurs règles. La Russie impose sa vision du monde. Et l'Europe, elle est un peu spectatrice. Elle est incapable de peser sur ce qui compte vraiment. Maintenant, c'est encore une fois, jusqu'à quand? D'accord? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que l'Europe va se redresser? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.